nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Le Parlement européen vient tout juste de voter la levée de l'immunité parlementaire de l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont. L'ancien président de la Catalogne, qui avait fait une tentative de sécession en 2017, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen lancé par l'Espagne pour sédition et pour détournement de fonds publics. Carles Puigdemont est l'invité exceptionnel de La Faute à l'Europe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Les résultats, alors je regarde les résultats, 693 votants au Parlement européen, 400 députés européens pour la levée de votre immunité parlementaire, 248 contre et 45 abstentions. Êtes-vous satisfait de ce résultat ? Bah oui, en partie oui. Parce Enfin, qu'en fait, votre immunité est levée quand même. Oui, mais on s'attendait déjà à ça. On était réaliste. On savait qu'il y avait une majorité, et aussi des pressions de délégations espagnoles pour la levée de l'immunité. Mais l'incognite, c'était de voir combien de gens ne vont pas soutenir. Donc c'est presque 42% des membres du Parlement européen qui n'ont pas voté pour la levée de l'immunité. Donc c'est pas mal, c'est pas un mal message politique. D'accord. Donc pour vous, c'est un succès. D'un parti, oui, on a perdu la bataille parlementaire, mais on a gagné la bataille politique. Parce qu'en fait, ça veut dire c'est pas normal de voir ce genre de score dans la levée de l'immunité. Aujourd'hui, il y a eu des autres levées de l'immunité, après nous. Et vous voyez quel était le résultat, absolument différent. Ça veut dire qu'il y a un message clair. Oui, il s'agit d'une persécution politique qui doit se régler à la façon politique, pas dans les cours de justice. D'accord, vous parlez d'une persécution politique. Katialine Landaburu et Jean Quatremer, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, Yann Anthony. Pour vous, Carles Puigdemont, il est en exil ou il est en fuite ? Pour moi, il est en fuite, objectivement, oui. Parce que vous êtes venu ici en Belgique pour échapper à la justice espagnole. Non, exactement, non. Parce que quand je suis venu ici, il n'y avait aucun mandat d'arrêt, aucune demande contre moi. Vous étiez sur le point de vous faire arrêter. Mais il n'y avait pas une prosecution de procureur général contre nous. J'étais un citoyen libre qui utilisait l'espace Schengen pour aller à Belgique. Et pour vous, Jean, il est en fuite ou il est en exil ? Il est en exil, pas en fuite. En D'accord. exil. Il n'avait pas le choix parce qu'il n'avait aucune chance d'obtenir un procès équitable en Espagne. Donc il a dû se réfugier dans un autre pays européen. Et d'ailleurs, la justice allemande et la justice belge ont déjà refusé chacun de le remettre aux autorités espagnoles. Donc vous reprenez à votre compte également le terme utilisé par Carles Puigdemont de persécution politique ? Je pense qu'on tente de régler par la voie judiciaire un conflit politique. Oui, absolument. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Carles Puigdemont risque-t-il de finir derrière les barreaux en Espagne ? Quels sont les recours possibles ? Quelles sont les implications de cette bataille au niveau européen ? Cette affaire est clairement perçue comme un bâton de dynamite ici à Bruxelles et ça va être intéressant d'analyser ce vote du Parlement européen. Les eurodéputés ont-ils eu raison de lever l'immunité parlementaire de Carles Puigdemont ? Tiens, c'est un bon sujet, un bon thème d'édito pour vous, Jean Quatremer, si vous êtes d'accord. Mais d'abord, je pense qu'un petit rappel des précédents épisodes s'impose, les explications de Julien Gasparuto. C'est un vote qui était très attendu ici à Bruxelles, mais surtout en Catalogne. Sans surprise, les eurodéputés se sont prononcés pour la levée de l'immunité parlementaire de Carles Puigdemont. Retour sur un feuilleton qui dure depuis près de 4 ans. En 2017, Carles Puigdemont est à la tête de la Catalogne depuis 1 an, lorsqu'il organise un référendum sur l'indépendance de la région. La tension est extrême, moins d'un électeur sur 2 se rend aux urnes et le oui l'emporte avec 90% des voix. L'indépendance de la Catalogne est proclamée. Mais le référendum est jugé illégal par le tribunal constitutionnel espagnol. Le Parlement catalan est dissous, son gouvernement et son président destitués et plusieurs leaders indépendantistes sont arrêtés. Carles Puigdemont, lui, se réfugie ici, en Belgique, et il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour rébellion, sédition, détournement de fonds et désobéissance à l'autorité. À Bruxelles, il poursuit son combat et en mai 2019, il devient député européen, lui permettant ainsi de bénéficier d'une immunité parlementaire. C'est donc cette protection qui vient d'être levée, ouvrant ainsi la voie à un nouveau mandat d'arrêt et à une extradition vers l'Espagne. Mais il faudra d'abord que la Belgique donne son accord et les indépendantistes entendent bien utiliser tous les recours possibles pour éviter un retour en Espagne où ils risquent plusieurs années de prison. Plusieurs.
Merci beaucoup. Julien Gasparuto, le correspondant de France Télévisions ici à Bruxelles. Alors, Carles Puigdemont, vous avez l'air plutôt serein, en fait. Moi, je m'attendais. Là, votre immunité vient d'être levée. Vous avez perdu votre totem d'immunité, votre collier. Là, il y a la police qui va vous attendre à la sortie du Parlement européen ou quoi? Non. Non, je ne crois pas. En fait, il faut rappeler que le mandat d'arrêt européen a été déposé quand on était déjà élu membre du Parlement européen sans demander la levée de l'immunité. Donc il y a un procès dans une cour belge qui est suspendu à l'attente de la décision du Parlement européen que maintenant devra être repris là où on l'avait laissé l'année passée. Donc justement, quels sont vos différents recours aujourd'hui? Il y a deux voies. Première, on doit aller pour troisième fois face à la justice belge dans ces cas. Et on va voir quelle va être la décision de la justice belge. On peut présumer que ce sera pareil à celle qu'a déjà pris avec notre collègue Luis Puig, donc de rejeter l'extradition. Et de l'autre côté... M. Puig était quoi, une sorte un de vos ministres avant. Et lui aussi, il est venu en Belgique. Oui. Et la Belgique a retoqué, a priori, donc ne l'a pas rendu aux autorités en fait, il a été clair. Il a été clair. Il n'y a pas eu le juge naturel. C'est clair, ça. Et deuxièmement, il y a un risque élevé de violation de droits fondamentaux tels que la présomption d'innocence. Ça, ce sont les arguments de la justice belge déjà ferme, définitive. Mais il y a le deuxième voie. C'est notre demande contre maintenant le Parlement européen, à la Cour européenne de justice. C'est la seule qui peut restaurer un peu les dommages qui sont faits à la démocratie européenne par laisser sans protection en fait, des dissidents politiques, des minorités politiques, des persécutés politiques. Donc ça sera un chemin qu'on va commencer très tôt, très rapidement. On est déjà préparé. On avait tout préparé pour cet scénario. Et donc on va poursuivre le chemin jusqu'à Luxembourg. Est-ce que les indépendantistes catalans, ils sont bien vus en Belgique? Parce qu'il faut rappeler qu'en Belgique, il y a la Flandre et il y a les nationalistes flamands qui sont au pouvoir. Est-ce que, de ce fait, il y a une sorte de clémence? Disons que la Belgique est sans doute le pays le plus compréhensif à l'égard des mouvements indépendantistes catalans. C'est un peu différent la Belgique à l'égard des indépendantistes catalans. Il faut voir un peu que c'est un petit peu différent la Belgique par rapport à l'Espagne, puisque les indépendantistes en Belgique sont majoritaires dans le pays et non pas minoritaires comme la Catalogne par rapport au reste de l'Espagne. Je parle donc de la NVA flamande, du Vlaams Belang qui sont en faveur d'une indépendance de la Flandre. Donc c'était sans doute le pays où M. Puigdemont pouvait être le mieux accueilli. Cela étant, il faut bien voir que... Parce que finalement, vous avez décidé de venir en Belgique, alors que Juan Carlos, lui, il n'est pas venu en Belgique, lui. Non, lui, il a échappé à l'action de la justice. Il est venu aux Émirats arabes. Oui. Si j'aurais voulu échapper de la justice, j'aurais choisi un pays sans un accord d'extradition entre l'Espagne. Vous auriez disparu des écrans radars totalement. Exactement. Là, donc, je me suis mis sur le focus ici, en venant ici. Mais il faut bien voir, Yann Anthony, que le problème fondamental que vont avoir tous les juges, mais ça sera vrai en France, ça sera vrai en Italie, etc., c'est que l'objet des poursuites n'existe que dans le code pénal espagnol. La sédition, c'est-à-dire pour laquelle il risque 25 ans de prison, hein, c'est pas une plaisanterie, n'existe que dans le code pénal espagnol. C'est pour ça que l'Allemagne, d'ailleurs, a écarté le motif de la sédition en disant éventuellement vous aurez à répondre de détournement de fonds publics puisque vous avez utilisé l'argent public pour organiser un référendum illégal au regard de la Constitution espagnole, mais pas de la sédition. Donc la sédition, ça montre bien d'ailleurs qu'il s'agit bien d'un procès politique qu'on lui fait. Pourquoi ça n'existe pas dans tous nos codes pénals? C'est-à-dire que ça n'existe tout simplement pas. Dans tous nos codes pénals. J'ose pas dire pénaux. Oui, je me suis posé la question. A priori, Katia Lin, il y a eu une forte pression des autorités espagnoles sur ce vote, d'abord en commission jury. Donc c'est d'abord en commission des affaires juridiques du Parlement européen que c'est réglé. Normalement, le poids de l'Espagne au sein du Parlement européen, c'est de l'ordre de 8%. C'est en lien avec la taille de sa population. Dans cette commission, ils avaient vu, on est à 18-20%. Donc on voit que politiquement, c'est très important pour eux. Et ensuite, il y a eu un lobbying
de la part des autorités espagnoles Il y a eu, auprès de tous les députés. Après, il y a eu un lobbying, ça se fait, c'est normal. C'est vrai que dans la commission jury, ils sont surreprésentés. Qui on a à la présidence de la commission jury? C'est un Espagnol de Ciudadanos. Ciudadanos, c'est quand même un parti extrêmement nationaliste. Et puis, on a comme rapporteur un Bulgare qui fait partie qui est membre d'un parti d'extrême droite et qui donc a eu les pressions de Vox. Vox, c'est l'extrême droite espagnole. Là, ils ont fait des pressions. Donc, il y a eu des pressions majeures. Après, il y a eu respect de la procédure. C'est-à-dire qu'il est très rare, en fait, que le Parlement, historiquement, il est très rare que le Parlement refuse la levée d'une immunité parlementaire. Il y a eu 2 cas, je crois, et notamment, il y a eu Florian Philippot, Rassemblement national. On lui a refusé la levée de l'immunité parlementaire qui avait été demandée par le Qatar, parce qu'il avait traité les Qataris de complices des réseaux terroristes. Donc là, ils n'ont pas levé l'immunité. Donc c'est très rare, en fait, qu'ils le font. Le problème, moi, je trouve, avec ce vote au Parlement, c'est qu'ils auraient pu envoyer un signal fort. En disant non à la levée de l'immunité parlementaire, ils auraient dit maintenant, on est favorable à une solution négociée. C'est la seule solution possible dans le conflit catalan. On peut pas. Et en fait, ils ont continué dans la voie de la judiciarisation d'un problème politique. Ils n'ont pas laissé la porte ouverte à une solution négociée. Ils n'ont pas encouragé Carles ça. Puigdemont, vous dites que vous venez ici à Bruxelles, en Belgique, pour vous mettre aussi sous une forme de protection médiatique et politique. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez d'européaniser ce débat? En fait, c'est un sujet européen, parce qu'il concerne les droits fondamentaux. Ce n'est pas important s'il concerne les Catalans ou concerne les Polonais. En fait, il y a un recul des droits fondamentaux dans un coin de l'Europe. Ça, c'est un sujet européen. Et moi, je veux vivre dans une vraie démocratie européenne, puissante, dans laquelle la diversité, les dissidents, les minorités nationales et politiques soient traités de façon égale que les grandes majorités. Et ça veut dire une meilleure Europe. Ça veut dire une meilleure Catalogne. Donc pour moi, l'Europe doit être améliorée et exactement la crise catalane peut poser sur la table un problème qu'on doit régler avec un regard européen, pas un regard espagnol. Oui, Mais attendez, parce que déjà uniquement, qu'à 27, c'est compliqué l'Europe. Mais s'il y a une fragmentation, s'il y a un morcellement, si toutes les régions deviennent autonomes et indépendantes, ça va être impossible d'avoir une Europe forte. Oh, ça dépend, parce que ce ne sont pas toutes les régions qui demandent l'indépendance, Ouais, bon, d'abord. Et deuxièmement, alors donc on s'arrête à demander de nouvelles incorporations. Parce que je crois que l'Europe est intéressée que dans les pays balkaniques, qui ne sont pas encore, même dans l'Union européenne, un jour puissent nous rejoindre. Et donc, ce n'est pas compliqué. S'ils sont 3 nouveaux pays de Balkans, c'est plus compliqué, c'est moins compliqué que s'il s'agit de 3 pays qui étaient déjà partis de l'Union européenne. Alors, juste avant le vote qui a eu lieu au Parlement européen, on a demandé à l'eurodéputé gauche républicaine et socialiste, Emmanuel Morel, ce qu'il allait voter. Alors, c'est intéressant. Lui, il n'est jamais d'accord avec personne dans l'hémicycle. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir son avis. Et il est encore moins d'accord avec vous, mais il veut se battre pour que vous puissiez exprimer vos idées. On écoute Emmanuel Morel. Moi, je ne suis pas d'accord avec les positions de M. Puigdemont. Ni ses positions économiques et sociales, ni ses positions sur l'avenir de la Catalogne en Espagne. Et même si je ne suis pas espagnol, évidemment, j'ai un avis et je suis inquiet sur l'augmentation des tensions séparatistes en Europe. Donc ça, c'est un point. En revanche, moi, je ne vais pas voter la levée de l'immunité parlementaire parce que l'immunité parlementaire, ça n'est pas un gadget. Quand vous êtes député, vous pouvez évidemment être traduit en justice si vous commettez un délit ou un crime qui n'est pas dans l'exercice de votre fonction, mais en revanche, comme parlementaire, vous êtes protégé, votre liberté d'expression est protégée, vos convictions elles sont protégées dans l'exercice de votre mandat. Et lever l'immunité parlementaire de M. Puigdemont, ça reviendrait quand même à pratiquer une opération politique qui, moi, me gêne, parce qu'il est député. Voilà, Emmanuel Morel, donc, qui est gêné par cette levée de l'immunité parlementaire. Les eurodéputés ont-ils donc eu raison de lever l'immunité parlementaire de Carles Puigdemont? C'est l'heure de l'édito, je vous en prie, Jean, prenez place. C'est l'heure de l'édito du tonton flingueur de la faute à l'Europe, Jean Quatremer. Le Parlement européen est-il un vrai Parlement, c'est-à-dire un contre-pouvoir effectif sans lequel il n'y a pas de démocratie, ou alors une apparence de Parlement qui n'est là que pour donner un vernis démocratique à l'Union?
On peut sérieusement se poser la question, tant l'Assemblée élue en 2019 semble avoir plus que jamais peur de son ombre. En effet, la levée de l'immunité parlementaire de 3 députés indépendantistes catalans n'est que le dernier épisode d'une série d'abdications préoccupantes face aux États. Ainsi, le Parlement, soutenu par la France, voulait que ce soit le libéral belge Guy Verhofstadt qui préside la conférence sur l'avenir de l'Europe, un forum qui doit donner la parole aux citoyens. Mais certains États ont jugé l'ancien Premier ministre belge trop fédéraliste à leur goût. Le Parlement aurait pu résister sans dommage, puisque cette conférence n'est pas chargée de rédiger un projet de traité. Eh bien non, il a cédé en acceptant un système incompréhensible où il y aura quasiment plus de présidents que de citoyens. Même chose en 2019, lorsque le Parlement a renoncé à son candidat à la présidence de la Commission, le conservateur allemand Manfred Weber, et a accepté le candidat des États, la ministre de la Défense Ursula von der Leyen. De même, le Parlement n'a pas dit un mot quand l'Irlande a exigé et obtenu le départ du commissaire irlandais Phil Hogan pour n'avoir pas respecté certaines normes sanitaires. Or, dès qu'un commissaire est nommé, il ne dépend plus de son pays. C'était donc au Parlement de s'emparer du sujet, mais là aussi, il n'a pas voulu déplaire à Dublin, qui réglait ses comptes politiques. Ainsi va la vie du Parlement, qui s'agite beaucoup, mais n'ose que rarement aller jusqu'au bout de ses menaces. Pourquoi ? Tout simplement parce que les députés européens doivent leur place aux partis politiques nationaux et non à des partis européens qui n'existent pas. Ils restent donc sous contrôle national. Plus que jamais, les vrais maîtres de l'Europe, ce sont les États. Voilà, merci Jean Quatremer. Carles Puigdemont, est-ce que vous partagez ce constat de Jean Quatremer? Est-ce que le Parlement européen serait soumis à la volonté des États? Mais oui, mais c'est clair, hein, c'est ça qu'on a dénoncé, mais c'est ça qu'on devrait restaurer, récupérer à la Cour européenne de justice. D'accord. Parce que pour vous, il y a eu une violation Absolument. de l'esprit ou de la lettre du principe de l'immunité parlementaire? De l'esprit des mandats parlementaires. C'est incroyable que des minorités politiques qui ont été votées, nous, pour plus d'1 million de voix, pour les mêmes idées que sont utilisées par la justice espagnole pour nous persécuter, ne peuvent pas agir comme les autres, comme le reste des eurodéputés. On est là pour des idées politiques qu'on peut partager ou non, mais des idées politiques démocratiques d'ailleurs, parfaitement, parce que je peux me représenter à les élections avec un programme pour l'indépendance, ce n'est pas interdit, ce n'est pas hors de la Constitution espagnole. Encore. Donc si je me peux présenter, ce sont des idées démocratiques. Et pourquoi je dois être en différentes situations que le reste de mes collègues? Pourquoi je ne peux pas sortir de la Belgique et aller rencontrer des paysans portugais pour voir les effets de la crise climatique, etc. Pourquoi? Parce que je serai arrêté. Donc ça, c'est pas dans mon intérêt. C'est un intérêt du Parlement européen. Et donc la Cour de justice européenne aura l'opportunité de restaurer le dommage qu'il y a eu aujourd'hui à partir de... Et là, vous pensez que vous pourrez gagner? En tout cas, il y aura une différence. Luxembourg. On serait en égalité. Ici, il y avait une énorme inégalité parce qu'on était une minorité, sans un groupe parlementaire, etc. Donc là, en gros, qui vous a soutenu? Qui était contre? Donc le PPE, le centre-droit, était farouchement opposé. À ce que vous conserviez votre immunité parlementaire, les socialistes aussi, les libéraux aussi. Et ensuite, c'est quoi? C'est la gauche unitaire européenne, et donc l'extrême gauche et les Verts qui vous ont soutenu? Oui, clairement, le groupe parlementaire qui ont prononcé, qui ont dit clairement le sens de leur voix, c'était la GUE et ce sont le Vert. Mais si on compte exactement le voix, il y a eu des voix de partout. Partout, oui. Même y compris... Parce que c'était un bulletin secret. Oui. Ça aide. Ce serait intéressant de faire cet exercice, mais... Je voudrais rappeler une anecdote quand même sur le rôle du Parlement, où le Parlement avait été déplorable. Juste après les élections européennes, vous aviez été élu avec d'autres indépendantistes, et rappelez-vous que on vous avait barré l'accès au Parlement européen sous prétexte que vous n'aviez pas encore prêté serment à Madrid. Or, les autres députés des autres groupes politiques qui, eux non plus, n'avaient pas prêté serment, eux pouvaient rentrer au Parlement européen. À l'époque, c'était donc l'ancien président du Parlement, Tajani. Et là, excusez-moi, si ça, c'est pas de la politique, c'était de la politique. Ils avaient pris parti pour Madrid. Et là, aujourd'hui, on dit « Ah non, commission jury, on vote pas la levée de l'immunitaire ». Là, on dit « C'est pas de la politique, on fait pas de politique ». Donc, une fois, ils font de la politique quand ça les arrange, et ils font de la procédure quand ça les arrange. Donc là, il y a une lâcheté quand même de la part de ce Parlement européen. Lâcheté, mais on peut comprendre que Carles Puigdemont fasse un petit peu peur. Carles Puigdemont. Ah oui, ça je suis d'accord. En lisant dimanche, le journal du dimanche en France,
le journaliste vous pose une question, vous dit « Êtes-vous retourné en Catalogne récemment ?» Et là, vous dites oui. Oui. Et vous dites « Ah bon, vous êtes retourné en Catalogne ?» Ouais, non, alors je suis allé en Catalogne du Nord, à Perpignan. Donc vous considérez que Perpignan, vous y étiez en février 2020, c'est chez vous aussi. Est-ce que c'est la Catalogne? Donc est-ce que ça veut dire qu'à terme, vous auriez l'indépendance de la Catalogne en Espagne et ensuite vous récupérez aussi les Pyrénées-Orientales et Perpignan et ça fait partie de votre État? Ce sont des sujets différents. Ah, Mais c'est en plusieurs étapes. Ça, c'est la Catalogne. Ça, c'est évident. L'histoire, eux-mêmes se définissent comme catalans. Tu vas à Perpignan, à tous les endroits de la Catalogne Nord. C'est les Catalans. Même l'autoroute, c'est la catalane. Donc, ce ne sont pas nous qui visons. C'est l'histoire qui dit que ce sont catalans. Il n'y a aucun doute sur ça. On se met d'accord tous. Et donc, je me ressens chez moi là. D'ailleurs, parce que j'ai y travaillé pendant certains temps au Perpignan. Donc, c'est pas hors du commun pour les gens du Gironde, que c'est ma région catalane et du Sud, d'avoir des rapports très serrés avec le Catalogne du Nord, les échanges commerciaux. Bon, on a compris, vous vous sentez chez vous, ils se sentent catalans. Mais la décision... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... La décision de qu'est-ce que doit être la Catalogne Nord appartient aux citoyens de la Catalogne Nord. Il n'y a pas une option d'être indépendant. Il n'y a pas une option de rejoindre... Parce que la majorité d'entre eux, ils veulent continuer à appartenir à la France. Donc, c'est pas... D'accord, donc pour vous, c'est avant tout un sentiment culturel d'appartenance à la Catalogne. Historique aussi, historique. À Perpignan. Et historique, mais pas politique. Mais il y a une politique aussi qui demande de la protection de la langue catalane en France, de l'identité catalane. Ça existe. Même si on était... Oui, comme au Pays Basque, exactement. En fait, il y a aussi une petite ville à Sardaigne qui parle catalan, l'Alghero. Mais au fond de vous, Carles Puigdemont, si vous obtenez l'indépendance de la Catalogne du Sud, est-ce que votre rêve après, c'est d'obtenir la réunification de la Catalogne du Nord et du Sud? Non, c'est pas... Il ne veut pas se mettre les Français à dos quand même. Oui, c'est hors question ce débat. En fait, je répète le droit à l'autodétermination. S'il y a une partie de Valence qui veut rejoindre la République catalane, bon, on doit accepter cette possibilité. Donc vous ne l'excluez pas. Vous dites c'est hors de question, c'est pas d'actualité. Imaginez-vous qu'il y avait une grande majorité, 80% de gens de la Catalogne Nord, qui veulent rejoindre une république catalane. Qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité? Vous n'êtes pas contre? Mais non, mais je ne suis pas contre, en fait, la volonté des gens, pas ce qui concerne le droit à l'autodétermination. On respecte ou non ces droits. Et donc, si l'on respecte, on doit respecter pour tout. Jean, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez Carles Puigdemont dire ça? Il doit faire peur. Mais non, il a raison. Je veux dire que le principe de l'autodétermination... donc il a raison. Donc même pour vous, si on demande aux Corses qui veut être indépendant et que les Corses lèvent la main, c'est bon, ils sont indépendants. Les Bretons pareil, les Basques pareil. C'est nous qui avons joué, nous les États-nations, qui avons joué avec le principe de l'autodétermination des peuples. C'est nous qui l'avons créé au moment de l'ère coloniale, effectivement. Et donc aujourd'hui, qu'il y a des peuples qui revendiquent l'autodétermination, on va leur dire « Ah non, c'était pas pour vous, c'était simplement pour certaines aires géographiques. » Mais on est plus dans la colonisation. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire que soit on respecte le principe de l'autodétermination des peuples, soit on le viole et dans ce cas-là, on sort de la démocratie. C'est ça la réalité. Katia-Lynn. Moi, je suis pour l'autodétermination du Pays Basque, français et espagnol. Non, je rigole, je dis on est dans un contexte qui est complètement différent. L'autodétermination, c'était au moment des mouvements de décolonisation. Là, je sais, la Catalogne est peut-être un peu persécutée par Madrid, mais ce n'est pas une colonie espagnole, c'est une région espagnole. Oui, et si le peuple veut l'indépendance, si le peuple catalan... Si le peuple a sa grande majorité, bien sûr. Mais là, quand on voit, par exemple, en Catalogne, les résultats des élections, c'est 52% plus ou moins des gens qui veulent. C'est pas assez pour qu'on dise maintenant, on va vous donner la Catalogne. Il faut une négociation d'abord. Il faut prendre en considération... À votre avis, il y a eu un référendum. Vous êtes gentil, on va poser quand même une question à Carles Puigdemont. À votre avis, est-ce que vous verrez de votre vivant l'indépendance de la Catalogne? Oui, je travaille pour ça. Oui. Et vous êtes confiant? Oui, parce que les choses bougent si vite dans notre temps de globalisation, de révolution digitale, qu'on ne peut pas s'attendre à ce qui va passer d'ici à 5 ans. Il y aura l'indépendance écossaise avant. Ça peut nous aider. Hein. Et Corse peut-être aussi, tiens. Donc vous allez tabler, vous allez travailler sur la base de l'indépendance de l'Écosse. Non, on respecte tous les procès, même, y compris l'écossais, même si on partage le but. C'est un procès écossais. C'est pas un procès catalan. Donc, mais s'il y a une indépendance de l'Écosse, à travers un référendum
Même s'il n'était pas autorisé de Londres, on sera très attentif aux résultats et la réaction de l'Union européenne. Merci Carles Puigdemont d'avoir été l'invité de La Faute à l'Europe. Alors, si vous voulez pénétrer au cœur du réel